à tous, un magazine balade, magazine d'histoire, magazine d'actualité, magazine politique, avec un invité aujourd'hui, Vincent Flamand, qui est rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Initiative communiste, qui est également membre du pôle de Renaissance communiste en France. Et puis pour nous accompagner tout au long de ce magazine, Marc, salut Vincent. Bonjour. Salut Pierrot. Et cette actualité en ce printemps 2025, nous allons, entre guillemets, fêter les 80 ans de la capitulation nazie. Ça se passait le 8 mai 1945. Et l'occasion donc de parler de ce qu'il est convenu d'appeler la paix. Et malheureusement, surtout en ces temps troubles, la guerre. Alors Vincent, le pôle de Renaissance communiste en France, 3 secondes pour nous dire un peu ce que vous représentez et puis surtout quels sont vos objectifs, quels sont vos centres d'intérêt. Oui, très vite. Alors, en fait, ça a été créé par des membres du PCF qui étaient opposés à la mutation de Robert Rue, pour faire court. Et le but, c'est à terme de servir à regrouper les militants communistes dans ce pays pour créer un nouveau parti communiste. On prétend pas être le nouveau parti communiste. Ça serait prétentieux, mais on prétend regrouper un maximum de... Alors vous travaillez essentiellement sur quoi? Vous faites quelles sont vos activités? À part les médias, puisqu'on a un journal, un site, différentes brochures, on a un magazine théorique qui s'appelle Étincelle, un magazine qui s'appelle Jeunesse du Monde, direction de la jeunesse, et puis on travaille sur le terrain, on va aux entreprises avec des tracts, on code des affiches, avec des militants, le travail militant traditionnel. On est présent sur le terrain et notre priorité c'est les boîtes. Depuis un moment, aller à la porte des entreprises. Par exemple, nous... plusieurs fois par mois, on est au Technicentre, SNCF ALM. Alors je l'ai dit en entrée de ce magazine, effectivement, cette actualité en ce printemps 2025, c'est la guerre qui est réapparue à nos frontières. Pour nous, quand on a une vue, très occidentalo-centrée, il faut savoir que la guerre depuis 1945, en fait, ça n'a jamais cessé. Non. Avec notamment une grande puissance qui a un calendrier militaire extrêmement chargé. C'est une constante, je crois. Et vous voyez de qui je veux parler. Les USA. Parce qu'on nous parle sans arrêt du danger russe. Alors attention, on n'idéalise pas Poutine, que ça soit bien clair tout de suite. Vacciner les auditeurs, parce que ça c'est le gros piège. Si à partir du moment où on est contre la guerre, parce que c'est notre cas, on pense qu'il ne faut pas faire la guerre, c'est qu'on est la voix du Kremlin. Les choses sont un peu plus compliquées. Et je voudrais quand même rappeler qu'il y a une puissance qui est pratiquement tout le temps en guerre depuis 45. Ouais, même avant, quoi. Et quand on dit qu'on les on regarde un peu leur calendrier depuis la guerre contre le Mexique jusqu'à maintenant. Les États-Unis sont en guerre pratiquement tout le temps. Alors quand on dit la guerre, on voit bien de quoi il s'agit, mais quand on dit la paix, c'est quoi ça, la paix? C'est un état, c'est un statut, c'est une ambiance, un environnement? Oui, déjà, la cessation des hostilités, parce que la paix, c'est pas seulement une philosophie, c'est des actes. Bon, ça serait effectivement... de guerre. Ça serait déjà d'arrêter le conflit en Ukraine, mais il faut voir comment on l'a fait. Et puis, il y a des paix qui se font dans des conditions telles qu'elles préparent des guerres plus graves, comme par exemple en 1918. Donc, tout le monde sait, il suffit d'avoir été en terminale et d'avoir suivi un peu son cours pour savoir que la paix de 1918 prépare la guerre de 40. L'arrivée d'Hitler en 1932-33, là. Bien, donc il s'agit effectivement pas de dire faire la paix n'importe comment, ce qui est un peu le cas de Trump en ce moment, et on en reparlera, mais bon, et d'ailleurs Trump n'est pas pour la paix. Ça c'est une grosse illusion. Trump dit qu'il est pour la paix en Ukraine, mais il prépare une guerre contre 2 autres pays. Pourtant il semblerait ça a été quand même un gros changement par rapport au statut précédent. C'est un gros changement, de stratégie, mais pas d'idéologie. Quand vous dites il en prépare 2. Pardon ? Quand vous dites il en prépare 2, Trump. Là, il a ciblé clairement, il a menacé l'Iran. Et puis, la guerre commerciale contre la Chine a démarré, quoi. Et c'est nouveau, ça ? Et, à ce point, oui, là, quand même. D'ailleurs, ils sont tous secoués, là, y compris des milliardaires états-uniens qui disent à Donald, oula, écoute, là, mon portefeuille boursier est en train de fondre, t'es sûr de ce que tu fais, moi. Donc, stratégiquement, c'est nouveau. Idéologiquement, ça l'est pas. C'est une autre façon de mener une politique belliciste et impérialiste. Il n'a pas les mêmes cibles prioritaires.
qui veut dire, pour revenir à la définition de la guerre, c'est que la guerre peut prendre de multiples formes. Il y a bien sûr le canon, le corps à corps, et puis la bataille physique, mais il y a aussi d'autres façons de faire la guerre. D'abord, il y a une guerre médiatique. On prépare les guerres physiques par une propagande. Il y a un discours qui vise à diaboliser le futur ennemi, à le faire passer. Alors la tarte à la crème depuis 1945, c'est le nouvel Hitler. Alors vous vous souvenez, par exemple, en 91, c'était Saddam Hussein, le nouvel Hitler. Il y avait la 4e armée du monde, je me souviens très bien, l'Irak. Je me souviens d'un vice-amiral à la télé qui expliquait que l'Irak avait les moyens de préparer un débarquement en Europe. Donc, si vous regardez la marine militaire irakienne, je crois qu'ils avaient 4 vedettes rapides. Ils allaient préparer un débarquement avec ça. Les armes de destruction massive. Ouais, voilà, les armes de destruction massive. Là, je sais pas, pour citer qu'un consultant qu'on entend sur LCI, souvent c'est le général Yakovlev, qui est capable de vous dire que l'armée russe est complètement nulle. Que vraiment, ils sont commandés par des incapables et qu'ils savent pas se battre, et que si on les arrête pas vite, ils seront chez nous dans une semaine. Dans la même minute, il est capable de dire ces deux trucs complètement antagoniques et ça choque personne. La guerre, la paix, c'est le sujet de ce magazine consacré à l'actualité, mais aussi avec l'histoire. Tout s'imbrique, tout s'embrouille autour de ces deux thèmes. Et on vous en reparle après une petite pause musicale. Notre invité, c'est Vincent Flamand du PRCF, le pôle Renaissance communiste en France. Nous reprenons donc le cours de ce magazine, La paix, la guerre, vaste programme, sous les aspects historiques, sous des aspects économiques, et puis sous des aspects humains, parce que au bout du bout, toutes les guerres dans l'histoire, là je m'adresse aux profs d'histoire. Non, je suis prof de lettres. Prof de lettres. Ouais. Ah bah t'as bien fait de corriger. Lettres classiques, mais bon, du coup je fais de l'histoire de l'Empire romain, entre autres, et de la Grèce antique. Et là aussi on apprend des choses sur la guerre. Alors les conséquences sur les premières victimes de la guerre, c'est qui? Aujourd'hui, avant même que la guerre ait commencé, de toute façon, ce sont les civils, on le voit bien. La guerre commerciale vient de démarrer. Et bon, ce sont pas les militaires qui trinquent. Ça, c'est déjà parti, quoi. Et les marchands de canons. Voilà, alors eux, ça va. Ouais. Mais bon, on a déjà des conséquences dramatiques sur l'emploi. Et pour parler de la guerre en cours, qui, je le rappelle, ça il faut jamais l'oublier, n'a pas commencé en février 2022, parce que ça c'est le refrain de nos grands médias. Voilà, c'est la guerre a commencé quand Poutine a attaqué l'Ukraine en 2022. La guerre a commencé en avril 2014, à partir du moment où le nouveau pouvoir issu du putsch d'Euromaïdan, qui était dirigé par des milices néo-nazis comme Pravi Sector, c'est pas une invention de Poutine, ça. C'est vrai, il suffit de regarder il suffit de regarder les manifestations de 2014 sur Maïdan et voir quels étaient les emblèmes arborés par ces gens-là. Ils ont des SS runiques, enfin c'est très très clair. Là, tu parles vraiment du conflit ukrainien. Ça a démarré là. Le nouveau pouvoir a pris une mesure interdisant l'usage de la langue russe sur tout le territoire national. Alors géographiquement, ça représente les deux ou trois provinces complètement à l'est. C'est le Donbass, oui. Le Donbass, voilà. Donc immédiatement, les russophones ont compris que ils étaient persona non grata. Enfin, imaginons 2 minutes que, par exemple, le Parlement de ce pays édicte une loi interdisant l'usage de toutes les langues qui ne sont pas français sur le territoire national. Le lendemain, il y a une insurrection armée qui démarre en Corse. En Bretagne, ça barde. Les Alsaciens demandent leur attachement à l'Allemagne. C'est ma main à couper. Et en plus, on dira qu'ils ont raison. Et d'ailleurs, ils auraient raison. Ils auraient raison de s'insurger. Mais bon, en Ukraine, on peut faire ça, c'est bien. Là, on est en 2014. Oui, c'était en 2014. Et dans l'insurrection la Révolution Orange. Alors, Révolution Orange, c'était la tentative précédente. Quel était le statut de l'Ukraine et qui était au pouvoir là? C'était une démocratie, c'était des élections, oui, alors, bon, formellement, tu avais une démocratie avec des élections, oui, après, il y avait un pouvoir qui était largement fantoche, soutenu par le Kremlin, ça c'est vrai. Il ne faut pas non plus idéaliser ce qu'il y avait avant. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Poutine, c'est le gentil. Enfin, moi, j'allume la radio en ce moment, c'est le pays de Candy, quoi. Il y a les méchants Russes et les gentils Ukrainiens. Nous, on ne développe pas le discours inverse, on ne dit pas, non, Poutine, c'est un mec super, Zelensky, c'est une ordure. Non. Il y avait effectivement de la corruption, etc. Mais je rappelle que Zelensky a été élu 5 ans plus tard avec un programme en 2 points majeurs, mettre fin à la corruption, bon, ça fait rire tout le monde, et faire la paix. Faire la paix, respecter les accords de Minsk, etc.
Et il est allé dans le Donbass. Il est allé dans le Donbass pour rencontrer les milices qui étaient actives là-bas. Et quand il est revenu, il avait complètement inversé son discours. Parce que dans le Donbass, justement, parlons-en, qu'est-ce qui se passait dans le Donbass entre 1914 entre ouais, lapsus, mais ça se comprend. Bah, oui, et 2022, c'était la guerre civile. C'était. Donc ceux qui avaient fait Euromaidan, donc Pravi secteur droit, Azov, qui s'appelle, je crois, 3e brigade maintenant, qui a été intégrée à l'armée, d'autres milices qui s'appellent Tornado, Karpatskazic, enfin il y en a plusieurs maintenant, il y en a plein. Et pour faire référence à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un célèbre... Bandera, donc ces gens-là comme le... On se revendique comme beaucoup d'opposants d'extrême droite se revendiquent de Bandera qui... s'est allié à Hitler contre les soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait faire une analogie, par exemple, avec l'État français de 1944. Oui, en gros, en Ukraine, il y a énormément de... Ça aussi, ça se vérifie facilement sur Internet. Hein. Il y a d'ailleurs un site juif qui les a répertoriés. Il y a beaucoup d'avenues, de places, de monuments publics qui portent le nom de Stepan Bandera, mais pas seulement. De Mielnik, enfin de beaucoup de dirigeants de cette mouvance. C'est un peu comme si en France aujourd'hui on avait plein d'avenues, Pétain, Doriot, etc. Donc encore une fois, quand Poutine dit que l'Ukraine est nazifiée, c'est pas une invention. Maintenant c'est aussi un prétexte, hein. Parce que Poutine n'hésite pas à s'allier à des néo-nazis quand ça l'arrange, comme par exemple la milice Wagner. Bon, on va pas me raconter que c'est des gauchistes. Mais la grosse différence, c'est que Poutine, lui, il utilise ces gens-là, il s'en sert, il les jette quand il en a plus besoin. Alors que Zelensky est dans la pogne des gens d'Azov. Quand il a retourné son discours en 2019, parce qu'il est allé les voir, ils lui ont clairement signifié qu'il avait intérêt à continuer la guerre, sinon il aurait des problèmes. Et dès que le discours du pouvoir à Kiev change, ces gens-là organisent des manifestations en armes près des lieux de pouvoir. On a même vu à une époque un Premier ministre qui n'a pas fait long feu, mais qui faisait un Premier ministre ukrainien, qui faisait le salut nazi. Ouais. Dans le... Yatsenyuk, si je me souviens bien, oui. J'ai vu une photo où il faisait le salut nazi. Mais encore une fois, pour bien repositionner, là on parle du conflit ukrainien, l'Ukraine faisait partie de l'URSS jusqu'en 1991, c'est à peu près ça, hein, c'est au moment de l'éclatement de l'URSS, qui a pris un statut, alors quel était le statut dans le nouvel échiquier mondial, ce ne faisait pas partie de l'OTAN. Non, toujours donc, pas. Comme ni la Pologne, ni les pays de l'Est, qui les uns après les autres sont tombés comme des dominos dans l'OTAN, ce qui est aussi un des paramètres du dossier. Ça, c'est le casus belli, c'est-à-dire que les Russes ont toujours été très clairs, pas de pays de l'OTAN à nos frontières. À notre frontière, parce que ils ont quand même payé plusieurs fois pour voir ce que ça donnait. Mais ça n'a jamais été écrit au moment de 91, quand c'était Clinton, je crois, qui négociait avec Gorbatchev. Il y a eu quand même des textes avec des promesses très très claires de la part des dirigeants de l'OTAN. Et à l'époque de Gorbatchev, on avait tendance à prendre pour argent comptant un peu tout ça, quoi. Ouais. Ce qui n'est plus le cas avec Poutine, qui est beaucoup plus méfiant. Et là-dessus encore, il a raison. Maintenant, ce qu'il y a ce qu'il y a de parfaitement dégueulasse, par exemple, dans la déclaration de Poutine en février 2022, c'est quand il explique que l'Ukraine, ça ne devrait pas être un pays, que c'est de la faute de Lénine et des bolcheviks si l'Ukraine est indépendante. Alors ça, évidemment, c'est scandaleux. Bien évidemment. On refait l'histoire. Ça, il faut le condamner. Oui, c'est complètement révisionniste. Et puis, ils se fendent à un passage anticommuniste à bon compte. Donc ça, c'est une saloperie. Mais après, donc, les inquiétudes russes concernant l'expansion... Enfin bon, là aussi, quand je reviens sur le général Yakovlev ou des gens comme ça, est-ce qu'on a vu plusieurs fois les Russes menacer le territoire français ou l'Europe occidentale? Ça ne s'est jamais produit. Quand on regarde l'histoire de l'Union soviétique, par exemple, chaque fois qu'ils interviennent, c'est sur leurs frontières parce qu'ils estiment que ça devient dangereux. Après, on peut être d'accord ou pas, mais que ça soit la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Afghanistan, etc., c'est toujours à côté. C'est jamais... Les États-Unis ont 800 bases militaires dans le monde. Les Russes 20, ça n'a rien à voir. Il y a quand même eu la Crimée en 2000. Ouais, alors la Crimée, alors là encore, c'est pas loin. Après Maïdan, les Russes se sont aperçus que, étant donné le discours du nouveau pouvoir à Kiev, ils allaient perdre leur base militaire sur la mer Noire, leur base navale.
Et ça, stratégiquement, c'est complètement inacceptable pour eux. Donc ils ont mis la main dessus. Et je crois qu'en 2022, ils s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir refaire à peu près la même chose, sans coup férir. Donc la situation avait beaucoup changé et ils sont mis les pieds dans un nid de guêpe sans le savoir. On est vraiment face là à un conflit entre puissances impérialistes. Alors, ouais. Alors, sur le fait de savoir si la Russie est une puissance impérialiste au sens strict ou pas, là, ça nous amènerait loin, parce que bon, un État impérialiste, c'est un État extrêmement riche et qui, il y a une définition de l'impérialisme en 5 points chez Lénine, notamment le dépassement des exportations de marchandises par les exportations de capitaux. Ça suppose un grand complexe financier, c'est-à-dire industriel, bancaire, fusionné, des oligopoles. Il y a des traits impérialistes chez la Russie, enfin chez les Russes, dans la Russie de Poutine. Mais si on compare, je sais pas, économiquement, ce pays qui militairement est une puissance. Mais si on compare économiquement avec, je sais pas, même la France, ils sont pas dans la même catégorie. Quant aux États-Unis, alors là, bon, on n'est pas, on peut pas renvoyer dos à dos la Russie et les États-Unis. C'est pas la même division, c'est pas la même catégorie. C'est un super lourd contre. Sont quand même deux puissances nucléaires. Ce sont deux, voilà. Qui font partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, alors voilà. Ce sont quand même des paramètres importants. Voilà. De ce point de vue-là, du point de vue politique et militaire, oui, les Russes peuvent tenir tête aux États-Unis. Ça, c'est vrai, dans une certaine mesure. Est-ce qu'il peut aussi provoquer... Et ça peut très mal tourner. Ça peut très mal tourner avec le bouton rouge, pour simplifier. Surtout depuis qu'Emmanuel Macron a expliqué, parce que là, on se retrouve aux premières loges, sans l'avoir décidé, depuis qu'Emmanuel Macron a déclaré que l'arme nucléaire française, maintenant, servait de parapluie à toute l'Europe. C'est-à-dire, s'il y a un accrochage avec, je sais pas, la Lettonie... J'allais te dire, on se fait une petite pause musicale et on parle justement des conséquences très, très concrètes et très pratiques de cette situation de guerre que l'on connaît donc depuis bien avant le février 22, depuis, on peut dire, avril 2014, depuis la chute du mur, depuis la chute de l'Union soviétique. Voilà, une petite illustration musicale et on se retrouve après. Notre invité, c'est Vincent Flamand, pour un magazine consacré à la guerre, mais surtout, on l'espère, à la paix. Et bien voilà, de retour avec notre invité, Marc, qui nous accompagne dans ce magazine spécial, La guerre, la paix. Vincent Flamand, qui, je corrige donc ce que je disais tout à l'heure, c'est un prof de lettres, mais c'est surtout un militant politique à une organisation qui s'appelle le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, avec qui donc nous essayons d'analyser, de constater déjà et de voir un peu les conséquences de ce conflit en plein centre de l'Europe, on peut le dire, mais qui met en cause, d'ailleurs ça a été plusieurs fois cité comme ça, la Troisième Guerre mondiale. Oui, il y a effectivement un risque, il ne faut pas se le cacher. Alors concrètement, ça veut dire par exemple une prise carrément la prise de parti, je ne sais pas si ça se dit, de l'Occident, entre guillemets, d'ailleurs on pourra dire ce que c'est l'Occident, qui défend, entre guillemets encore, l'Ukraine, face à l'ex-groupe, on va pas dire soviétique, russe, il faut dire là maintenant. Bah oui, c'est pas de soviétique. Donc avec, évidemment ça coûte cher tout ça. Il faut en profiter pour fourguer des armes. Ça, c'est une constante aussi dans toutes les guerres. Il y a les marchands de canons. On a une idée de ce qui a déjà été dépensé dans cette guerre depuis. Oula, alors là, j'ai pas le chiffre. C'est par milliards, c'est par centaines de milliards. Puisque le plan, là, c'est de part et d'autre. 2030 de dépenser 800 milliards au niveau européen. Et bon, là, dans le dernier IC, il y a une interview d'un syndicaliste de chez Thales. Et on va refaire un article dans le numéro du 1er mai, entreprise d'armement française. Entreprise d'armement qui est une entreprise privée ou bien c'est une entreprise? C'est privé. Donc il y a des actionnaires, donc il y en a qui s'en foutent plein les poches. Et on leur a expliqué qu'il fallait passer à l'économie de guerre. Donc là, il y a une pression sur les salariés pour faire des heures sup gratuites ou des heures sup obligatoires, en tout cas pas. Dans les grands marchands de canons français, il y a Dassault. Oui, alors ici, effectivement, la France est l'un des pays les plus représentés, Dassault, Matra, etc. On a un complexe militaire-industriel extrêmement important, nous aussi, parmi les plus puissants du monde. Ceux qui fabriquent le canon César, j'ai oublié malheureusement. Qu'est-ce qu'on fabrique aussi? Des chars, les avions bien sûr, la marine. On a de fait, tout. La France, que je dis la France, ou plus exactement les industriels de guerre français sont surtout les... Et ça part beaucoup à l'exportation d'ailleurs. Bien sûr.
On a une balance commerciale qui serait beaucoup plus déséquilibrée encore en notre défaveur si on n'avait pas ça. C'est l'occasion de faire une petite parenthèse, une petite pub sur une revue qui s'appelle La Revue Dessinée et une édition spéciale qui avait été faite avec Disclose, le site Disclose, un très bel ouvrage qui s'appelle On leur vend des armes. Et le pire, c'est qu'ils s'en servent, avec des journalistes qui viennent d'un peu partout, surtout de Disclose, de Mediapart, et puis des journalistes qui font leur boulot d'investigation. Et c'est impressionnant de voir les sommes mises qui entrent en jeu dans cette guerre. Alors cette guerre, bien sûr, mais toutes les autres guerres, parce que là, on s'est focalisé un peu sur la guerre d'Ukraine. Mais il faut savoir que sur le continent africain, c'est la guerre. Au Yémen, c'est la guerre. Il y a d'autres puissances qui sont sous-entendues. Il y a Trump qui s'énerve sur l'Iran. C'est la Chine, bien sûr. La Chine, oui, ça les grands. Et puis quelqu'un qu'on oublie aussi, qui est un sacré marchand de canons, c'est Israël. Donc tous ces acteurs-là... C'est vrai qu'il faudra en parler aussi, de cette guerre-là. Tous ces acteurs-là, se font leur chou gras quand c'est la guerre. Oui, c'est pas de la folie. Hein. Souvent, la tarte à la crème, c'est la guerre, c'est la conséquence de la folie des hommes. Ils sont pas fous, ces gens-là. Bah, bien sûr. Ça rapporte. Et ça rapporte à deux secteurs, donc l'armement et après le bâtiment. La reconstruction. Voilà. Donc il fonctionne en cheville. Et si vous regardez d'ailleurs qui possède les grands médias en France, le béton, Dassault, Bouygues. On s'aperçoit qu'en réalité, ce complexe-là, donc le militaro-industriel, le bâtiment, tiennent la plupart des grands médias. C'est pas un hasard. Aux États-Unis, c'est pareil. Oui. À l'Est, je sais pas. Là, je connais pas l'état des lieux. Et Trump, c'est de l'immobilier notamment. En Chine, on vient de l'évoquer. La guerre, ça se mène aussi avec ce qu'on appelle la propagande. Et évidemment, ici, nous, on fait pas de propagande, on fait de l'information. Là, j'ironise, bien sûr. J'ai pas de mal à dire que je fais de la propagande. L'important, c'est qu'elle soit pas mensongère. Mais c'est impressionnant, la machine informationnelle, quand elle se met en route. Tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Les médias, en fait, dans ce cas-là, ont un rôle fondamental. Parce que au fil des jours et des heures qui passent, on nous dit ce qu'on doit penser. On nous dit qui sont les bons, qui sont les méchants. On nous dit que les autres mentent, bien sûr, et que nous, on a la vérité. C'est le célèbre Gott mit uns en 1940, et puis Dieu est à nos côtés en France et aux États de l'autre côté. Donc cette propagande-là, elle est fondamentale. Oui. Alors là, en ce moment, ce que j'entends là maintenant, depuis que Trump a fait ses annonces, c'est que... Alors avant, c'était si on était pour la paix, on était contre Poutine. Et maintenant, si on est pour la paix, on est pour Poutine, Trump et Netanyahou. Là. Même la direction de la CGT qui a sorti un communiqué récemment s'inquiétant d'une nouvelle internationale d'extrême droite avec Trump, Poutine et Netanyahou. Alors que Netanyahou et Poutine ne sont pas du tout dans le même camp sur la question ukrainienne. Je le rappelle quand même, Netanyahou soutient l'Ukraine. C'est tout à fait remarquable d'ailleurs, parce que quand on voit ce qu'il y a dans le gouvernement ukrainien, je rappelle d'ailleurs que Netanyahou a invité Jordan Bardella et Marine Le Pen. Récemment. On assiste à des choses tout à fait remarquables, par rapport à 45, là c'est nouveau ça. Et à partir du moment où vous êtes, contre Netanyahou, vous êtes antisémite. Et là, ils sont en train de redessiner l'échiquier politique pour expliquer que l'antisémitisme est fondamentalement de gauche maintenant. Ça participe, mais à partir du moment où on défend bec et ongle le gouvernement Zelensky, c'est normal qu'après on bascule comme ça. Les points de repère ont tendance à être chamboulés, à être complètement remis en cause. Ce qui était noir devient blanc et inversement. C'est voulu. Et donc pour s'y repérer, il faut, alors encore une fois, faut pas idéaliser. Il faut idéaliser personne, pas idéaliser Poutine. Je pense que j'ai été très clair. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de comprendre? Il faut voir ce que veut Trump. Les horloges à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, Trump ne veut pas la paix. Trump, lui, son plan, c'est de sous-traiter la guerre en Ukraine. En gros, son message, c'est du business. Lui, il dit, je vais faire la paix en Russie. Bon, on voit ce qu'il en est. Il a dit qu'il la ferait, je sais plus si c'était 24 ou 48 heures. Voilà. Bon, je crois qu'on les a dépassés depuis un moment. Bien évidemment, c'était du flanc, ça. Et ce qu'a dit Trump dans les primaires républicaines déjà, c'est il faut que les Européens portent leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB. Et ça, c'est leur idée fixe. Et voilà, nous, on paye trop cher. Les États-Unis payent. Alors, derrière, il y a une crise du capitalisme aux États-Unis. Ils commencent à être dans le dur. Et maintenant, ils essayent de voir comment récupérer leur marge de profit, parce que c'est très bien de délocaliser la production comme ça en Chine pendant des décennies. Mais comme la plus-value, tu l'as fait dans les usines, quand tu commences à plus avoir d'usines, tu fais plus de plus-value.
Bon, donc là, ils se demandent comment rapatrier, puis comment récupérer des sous ailleurs. Et notamment, ils veulent nous faire payer, nous. Et donc, le plan, c'est de faire sous-traiter la guerre en Ukraine par les Européens. C'est pas de faire la paix en Ukraine. Et en gros, la Russie, maintenant, c'est plus mon problème, c'est le vôtre. Et vous vous démerdez avec Poutine. Et vous allez augmenter vos budgets militaires. C'est pas nouveau, alors, ça. C'est pas un discours de paix, ça. Ça. Les injonctions de l'OTAN qui disaient aux pays de l'Union européenne, vous devez atteindre les 2% de votre... mais là, on est à 5. Là, on est à 5%. Donc, c'est plus les mêmes proportions. Là, on arrive quand même à des chiffres qui sont assez hallucinants. Et les pays d'Europe obtempèrent en disant nous allons trouver une souveraineté. L'Europe va acquérir sa souveraineté en augmentant ses dépenses. Alors que c'est les États-Unis qui lui demandent de le faire. Je trouve que c'est une drôle de souveraineté. Donc ils apportent l'aide, mais après ils envoient la facture. On fait ce que Trump dit, et on dit qu'on le fait parce que c'est de la souveraineté. Bah non, on est obéissant. C'était pas déjà comme ça en 1944 quand ils sont intervenus, ils ont débarqué. Oui, il y avait un projet pour la France, il y avait le projet d'Amgot, qui faisait de la France carrément un protectorat, qui a échoué parce que le PCF, à l'époque, ne laissait pas faire. Et puis, la construction européenne, quand même, elle a été voulue, ça aussi. Nous avons lu la construction européenne comme un truc qui s'opposait aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui l'ont impulsé. Et on voit bien pourquoi. On voit bien à quoi sert l'Union européenne maintenant. Donc, elle obtempère. Là, on arrive à vraiment une analyse anticapitaliste, disons-le, parce que là, ce qu'on est en train de démonter là et de démontrer, c'est qu'effectivement, le capitalisme arrive toujours à la même solution finale, la guerre. Oui, il y a des moments où il a besoin de la guerre, oui. Et c'est pour ça que pour rétablir ses marges de profit. Il y a eu la guerre de Corée, par exemple, qui a été suivie de ce qu'on appelait le boom coréen. Si on regarde un peu dans les années 50, l'économie s'est beaucoup mieux portée après la guerre de Corée. Enfin, l'économie pour les capitalistes. Le problème, c'est que là, cette guerre-ci, le boom, il risque d'être un peu thermonucléaire. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que Macron a annoncé que le parapluie nucléaire français protégeait tous les pays de l'Union européenne maintenant. Ce qui a été voté c'est lui qui décide tout seul quand même. C'est hallucinant, quoi. Ouais. Et ça veut dire que, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, s'il y a un accrochage à la frontière, une frontière balte, là, la Russie entre en conflit avec un pays de l'OTAN. Bon, alors ça veut dire que la France protège l'Estonie avec son parapluie. Enfin, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a été très clair après ça. Il a dit maintenant la France est une menace pour la Russie. C'est en ce sens-là que je disais tout à l'heure on entend de plus en plus utiliser le terme Troisième Guerre mondiale. Oui. C'est une réalité, c'est pas un fantasme. Non. Quand tu disais, on leur vend des armes et ils s'en servent. Mais il faut bien que ça serve. Les armes nucléaires, les armes nucléaires, c'est fait pour pas servir. Tu parles, on a vu Hiroshima et Nagasaki, ça quand même, c'est une réalité. Par exemple, et c'est pas les Russes, je le rappelle encore. Bah oui, c'est la seule. Alors là, je m'adresse non pas aux profs d'histoire, mais quelqu'un qui connaît bien l'histoire. C'est qu'effectivement, les armes nucléaires n'ont été utilisées que par les États-Unis. Qu'une seule fois dans l'histoire, et c'est par les États-Unis. Je propose encore une petite pause musicale et on se retrouvera ensuite pour justement parler de ce qu'il est possible de faire avec le pacifisme, les pacifistes et voir que tout ça, encore une fois, ça se mélange bien et qu'on retrouve les mêmes constantes et les mêmes fondamentaux dans l'histoire de notre humanité. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus. On se retrouve dans quelques instants. Nous retrouvons notre invité, Vincent Flamand, ce magazine spécial balade, l'actualité sociale, l'actualité politique, l'actualité qui donc on traite essentiellement de ce qui nous pend au nez à tous, la paix, enfin pas la paix, c'est la guerre, mais justement la paix qui est je croyais être le miroir ou le pendant de la guerre, c'est pas tout à fait si simple que ça, parce que l'état de paix c'est pas forcément l'absence de guerre. La paix c'est quelque chose qui se cultive, qui se gagne et qui s'obtient. Et justement, faisons référence à 1914, il y avait un grand pacifiste qui s'appelait Jean Jaurès, qui avait fait tout son possible pour mettre en œuvre et pour réactualiser la pensée internationaliste du grand mouvement communiste. Et puis ça a foiré. D'abord Jaurès a été assassiné, et puis les pacifistes, tout le monde a basculé brutalement avec la fleur au fusil. Tout le monde était, je dis tout le monde quasiment, pour partir. Pas tout à fait tout le monde. C'est l'occasion de pas nous dire. Tout à fait, non, effectivement. Pourquoi il y a des bons pacifistes, et puis il y en a qui tiennent le coup, puis il y en a qui se font maltraiter. Donc effectivement, Jaurès, dont il faut toujours rappeler la phrase clé, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée et l'orage. C'est-à-dire qu'effectivement, comme la nuée porte l'orage. Et c'est le capital qui est le moteur de ces dégradations et de ces menaces.
en 1915, donc un an après le début de la Première Guerre mondiale, il y a eu des conférences internationales en Suisse, à l'initiative d'un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, sur qui Poutine a craché en déclenchant son invasion de l'Ukraine, d'ailleurs, comme par hasard, et qui ont eu un grand retentissement, les conférences pour la paix de Zimmer-Valaquintal. Mais dans l'esprit des bolcheviks, la paix, ça n'est pas juste l'absence de guerre. En fait, c'est un changement de guerre. D'abord, il faut faire la guerre au capital. Il faut renverser le capital. Et quand on a renversé le capital, là, on peut vraiment faire la paix. Mais on arrête de faire la guerre aux autres peuples, on fait la guerre à ses propres capitalistes. Et la paix est à ce prix. On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels. Oui. Ça, c'était Anatole France, oui. Si je ne me trompe pas. La paix, on a beaucoup évoqué l'Ukraine, mais il y a d'autres régions du monde où ça pète sévère. On pourrait parler de l'Amérique du Sud, on pourrait parler de l'Afrique, mais évidemment, on ne peut pas éviter le point actuel très très chaud avec des dizaines de milliers de morts, c'est le Moyen-Orient et très précisément la Palestine. Ouais, il y a la Palestine. Alors, cette guerre qui dure aussi depuis 1948, on va le dire. Oui, alors celle-là, effectivement, elle n'a jamais cessé. Il y a une autre guerre qui menace à Taïwan, là, vous avez vu, donc là aussi, puisque la cible de Trump, c'est la Chine. Il nous sous-traite la guerre en Ukraine. Pour l'instant, c'est une guerre froide. C'est une guerre commerciale, mais bon, on sait très bien que ça peut déraper très vite. Il a ciblé l'Iran, et puis il soutient de manière complètement inconditionnelle Netanyahou, qui lui-même soutient Zelensky. Et là, on peut dire on voit bien, il n'y a pas deux camps, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté les méchants bellicistes Trump, Netanyahou et Poutine, et en face les gentils pacifistes, dont Zelensky. Zelensky est dans le camp de Netanyahou. La frontière, il n'y a pas de frontière entre les pacifistes et les bellicistes au niveau des États. Mais en tout cas, là, il y a une guerre d'extermination. Il y a une guerre d'extermination. Trump, d'ailleurs... C'est pas une guerre froide, là. Trump a sorti un plan de transformation de Gaza en station balnéaire, enfin un truc complètement délirant, dont il a le secret. Il faut simplement rappeler qu'il y a 60 000 morts depuis le mois d'octobre, parce que sans compter ceux qui sont tombés avant, le nombre, et c'est quasiment 1000 morts par semaine maintenant, avec le front sur la Syrie, le front sur le Liban. Oui, le Yémen. Et puis le Yémen, là c'est pas Israël qui mène directement la guerre, mais le Yémen c'est aussi un pays qui morfle, là aussi avec des armes françaises. Tiens. Entre parenthèses, des armes françaises, des armes américaines, et tout ça mené et piloté de main de maître par l'Arabie Saoudite, hein, c'est bien ça. Voilà, contre qui d'ailleurs, au fait, au Yémen, tiens, petite parenthèse en 3 secondes, qui c'est qui se bat contre qui? Les Houthis sont soutenus par l'Iran, donc là on en retrouve le front États-Unis contre Iran. Mais ce sont des Yéménites. Oui. Donc là aussi, ça semble être une guerre civile qui évidemment est loin d'en être une. Mais le prétexte, c'était une guerre civile. Oui. Parce que là aussi, au Yémen, il y avait 2 Yémen il y a quelques années. Un nord Yémen et un sud Yémen. Non, là on retrouve aussi un partage. Alors encore une fois, je suis pas du tout politiquement. Nous ne soutenons pas le régime iranien, qui a des défauts, ni le Hamas. Alors que dans l'histoire, certains ont soutenu le régime iranien. Avec l'ayatollah Khomeini, on se souvient des cris de joie quand Khomeini est arrivé en Téhéran après la chute du Shah d'Iran qui avait été lâché par les Américains. Mais ça fait partie donc du jeu d'échecs traditionnel. Il était chez nous, l'ayatollah Khomeini. Il était en France et on pensait qu'on serait récompensé de son hébergement. Enfin, l'État français, qui a dû être fort déçu par la suite. Mais c'est pas la première fois c'est pas la seule fois où l'impérialisme utilise le fanatisme religieux, puisque de toute façon, c'est toujours d'actualité. On sait également que pour parler de l'Afghanistan, pour parler également du Hamas. Le Hamas a été financé, l'Afghanistan, alors bien évidemment, les États-Unis s'en sont vantés par la voix de Brzezinski dans une interview Nouvel Obs en 96, en disant nous avons financé la guérilla religieuse en Afghanistan de manière à obliger les soviétiques à intervenir. Et là, il l'a dit comme ça, et voilà, et nous sommes très satisfaits du résultat. Ils avaient dit les soviétiques ont leur Vietnam. Voilà. Et Netanyahou a soutenu le Hamas contre les mouvements palestiniens marxistes. Soutient toujours. Le Hamas. C'est l'ennemi rêvé, le Hamas. Et on le voit bien, on voit bien comment ça fonctionne. Et ce qui est tout à fait remarquable maintenant, c'est que si vous critiquez Netanyahou, vous faites traiter d'antisémite. Ça, on revient au sujet précédent, là, la propagande.
Donc il y a une mécanique campiste qui est parfaitement rodée, où vous êtes sommé de choisir. Alors, et j'observe d'ailleurs au passage que quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a accueilli à bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Enfin, il y a eu une mobilisation. Je me souviens pas d'une mobilisation pour accueillir des réfugiés palestiniens. Je me demande si c'est pas un peu parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur. Les Boot People au moment du Vietnam. Et il y a eu en Allemagne récemment un vote de la Chambre expliquant que la résurgence de l'antisémitisme était le résultat d'une immigration massive des pays arabes. À propos de paix et de guerre, le cas de l'Allemagne est un cas très très intéressant aussi, parce qu'il faut rappeler un peu, depuis 1945, l'Allemagne, qui officiellement n'avait plus d'armée, n'avait plus de dépenses militaires, qui peu à peu, d'abord économiquement, il a fallu dire, aussi, ils pourraient foutre du pognon en l'air en faisant une armée. Et puis maintenant, ils en sont arrivés à carrément intégrer l'OTAN, ça c'est de fait. Mais surtout, les dépenses militaires qui arrivent maintenant au même niveau que les autres pays européens. Oui, parce que les États-Unis le demandent. Et je me souviens, on avait fait une émission ici même, c'était peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et j'avais dit, c'est l'Allemagne qui va trinquer le plus dans cette affaire, parce que son économie fonctionne notamment au gaz russe. Ouais. Et peu après, il y a eu le sabotage du gazoduc Nord Stream, j'ai entendu sur Inter, j'entendais des éditorialistes éclairés expliquer que c'était sûrement les Russes qui avaient fait sauter leur propre gazoduc. Alors là, plus c'est grand, mieux ça passe. C'était pourquoi? Alors c'était pour nous montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Alors, évidemment, ils se tiraient une balle dans le pied. Et après, ils disaient, vous avez vu, je suis capable de me tirer une balle dans le pied. Bien sûr que non. Là, il est évident que c'est la CIA avec les Ukrainiens qui ont fait sauter les gazoducs. Et l'économie allemande, après ça, a commencé à sombrer. Et elle est très mal. Alors, maintenant, les droits de douane, notamment sur l'automobile, va provoquer une vague de délocalisation catastrophique dans ce pays. Et que fait l'Allemagne? Eh bien, elle continue d'obéir à l'oncle Sam docilement. Enfin, c'est absolument. On arrive à des niveaux de volerie et sont des serpillères. Les dirigeants de ces pays sont des serpillères. C'est hallucinant quand même. Et les peuples dans tout ça? Oui, alors, le résultat des dernières élections en Allemagne, ça a été la victoire de l'AfD, c'est-à-dire d'un parti qui est quand même à peine crypto-néo-nazi, quoi. C'est de l'extrême droite. Tu prends des éléments de langage un peu bizarres, voilà, pourquoi tu prends de tels ils se sont un peu dédiabolisés, mais il faut pas gratter beaucoup pour trouver des croix gammées, quoi. Et donc, voilà où on en arrive, à partir du moment où on explique que la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, c'est faire la guerre nucléaire. Faut pas s'étonner si après il y a des réactions en face. Finalement, la démocratie, j'en veux pas. Alors attention, je ne dis pas que les Allemands ont raison de voter AfD, évidemment, parce que l'AfD, on sait ce que ça vaut. Si on compte sur les fascistes pour faire la paix, on va être déçus. C'est quand même extraordinaire que ça se passe en Allemagne, un pays qui a été quand même très 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 marqué dans son histoire. Oui. Mais il se trouve que dans un premier temps, là, aussi bien chez nous avec le RN ou Zemmour qu'en Allemagne avec l'AfD, l'extrême droite entre dans le plan de Trump de désignation de la Chine et de l'Iran comme ennemis principaux. Et donc, il relaye le discours comme quoi, les Russes ne sont pas notre problème. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la paix. Ça veut dire qu'ils sont effectivement dans une autre stratégie. Et ils sont toujours aussi xénophobes et racistes, mais dans un premier temps, ils peuvent paraître comme défendant la paix. D'où ce genre de résultat. Et par ailleurs, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais il faut voir qu'en Allemagne, et pas seulement, beaucoup de partis de gauche sont complètement coupés de la classe ouvrière. Ils sont tournés vers les centres-villes, etc. Et donc la classe ouvrière, soit elle vote plus, soit elle vote fasciste. Enfin, les ouvriers. C'est ce que j'allais te poser comme question. Quand on vote fasciste, on n'est plus vraiment dans la classe ouvrière. Dans l'échiquier politique. Mais il faut quand même tenir compte des réalités. Il y a quand même un soutien populaire dans tout. Là, on évoque l'Allemagne, on évoque la France, on évoque l'Angleterre, enfin, on l'évoque dans notre sphère occidentale. Le mot occidental étant pris ici au sens médiatique habituel. Il y a quand même une majorité. Il faut pas. C'est malheureusement. Oui, c'est malheureusement inéluctable. Enfin, pas inéluctable, c'est un constat. En ce moment, oui. Ça aussi, ça sent les années 30, pour reprendre l'analogie. Alors là,
par exemple, l'événement majeur en France ces derniers temps, c'est l'éligibilité de Le Pen, mais bon, beaucoup de gens sabrent le champagne. Moi, ça m'empêche pas de dormir, mais c'est pas ça qui va arrêter la montée du RN. Le Pen peut être inéligible, on aura Bardella, enfin bon. Et étant donné ce qu'il y a en face, c'est surtout ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a en face? Et par ailleurs, bon, jamais perdre de vue que la fascisation, parce que la fascisation, on peut même parler de pré-fascisme maintenant, elle vient pas seulement de l'AfD ou du RN. Il suffit de regarder ce qu'il y a dans le gouvernement Macron et d'écouter et ce qu'il y avait dans les gouvernements précédents. Donc, quand on écoute des gens comme Retailleau, ou Attal, ou Darmanin, ou Valls, bon, quelquefois, moi, je trouve que Le Pen est plus modéré qu'eux. Sur les questions d'immigration, par exemple. Bon, donc, la fascisation, c'est pas que le RN. Maintenant, il faut arrêter avec ça. Le problème est bien plus vaste. Ça veut dire qu'on est dans la merde, là? Alors, oui, là, maintenant, faut-il désespérer? Non, sinon on n'est pas militant, hein, on va faire autre chose. Mais déjà, bon, les peuples ont montré leur capacité à arrêter ce genre de machine, déjà plusieurs fois. Si la classe ouvrière se remobilise, c'est-à-dire si on a une capacité à décrypter les discours de direction syndicale, à la Confédération européenne des syndicats, qui marche complètement dans cette l'union sacrée. Non, mais je parlais de la CGT tout à l'heure. Alors, pas tous les dirigeants de la CGT, mais à la tête de la CGT, on a des gens qui fonctionnent dans l'union sacrée en ce moment, qui expliquent que oui, effectivement, il faut augmenter les dépenses militaires. Ils disent pas qu'il faut faire la guerre, mais il faut augmenter les dépenses militaires. Simplement, il faut pas toucher aux acquis sociaux pour autant. Ouais, d'accord, ouais. Et moi je veux bien, donc on va laisser le tigre sortir de sa cage, mais il faudra pas qu'il mange les enfants, dans tes rêves. Bon. Mais ça passe pas comme ça. Par exemple, dans la CGT, on a des camarades qui sont dans la CGT et qui nous disent qu'en ce moment il y a des querelles. Enfin, c'est très dur, quoi. Ça se bat. Il y a une bataille interne là-dessus. Ça se passe pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Et je voudrais signaler un autre feu vert qui est réjouissant, c'est ce qui s'est passé en Corée du Sud, par exemple. Corée du Sud, là aussi on a eu une tentative de fascisation rapide avec un autoputsch du président qui a décidé d'imposer la loi martiale, l'état d'exception, sous prétexte de lutter contre la Corée du Nord. Bon, donc c'était une préparation d'offensive. Parallèlement, la Corée du Nord faisait sauter toutes les routes entre les deux pays. Donc la guerre se préparait, quoi. Et le peuple est descendu dans la rue et le président était débarqué. Maintenant, il va passer en jugement. Donc on peut les arrêter. Il y a un point qui est sur la planète où il s'est passé beaucoup de choses historiquement aussi, et la guerre aussi est un fil conducteur, c'est le continent africain, où pendant de nombreuses années, c'était là on peut parler d'impérialisme, c'était des puissances impérialistes, dont la France, qui pilotaient, et là aussi il y a eu un gros chamboulement, et je me souviens avoir entendu un chef d'État, justement, je crois que c'est celui du Niger, mais vous me corrigerez si je dis des bêtises, qui avait fait quand même un beau rappel historique. Il dit nous, la Russie, on n'a jamais vu les Russes arriver sur le continent africain, que ce soit même la Russie tsariste, n'a jamais la Russie n'a eu de colonie parce que la colonie au sens piller la richesse et puis esclavagiser. La Russie n'a pas participé à la traite négrière. N'a pas fait. Donc, c'est aussi des choses qu'on n'oublie pas. Enfin, auquel on ne pense pas forcément. Mais ce continent africain, qui est aussi un enjeu, avec le contexte que l'on vient de décrire mondial, c'est aussi un endroit où il va se passer des choses, là. Oui, il se passe déjà des choses. Alors, ce qui est réjouissant, en premier lieu pour nous, militants progressistes français, c'est de voir sombrer la France-Afrique. Ouais. On ne va pas la pleurer, la France-Afrique, puisque effectivement c'était un système d'exploitation néocoloniale absolument cynique. Le fait que les Chinois et les Russes, par exemple, soient à la manœuvre pour fragiliser. Il n'y a pas de base ni russe ni chinoise en Afrique. Il y a des bases américaines, par contre, il y en a quelques-unes. Hein. Des bases russes en Afrique. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait 800 bases américaines sur le monde. Oui, 800. Ouais, 800. Donc il y en a quelques-unes. Il y a une vingtaine de bases russes dans le monde, peut-être 21. Alors il y en a peut-être en Afrique, mais je t'avouerai que je sais qu'il y en a une chinoise à Djibouti. Et oui, alors, une chinoise. Ouais. Oui. Mais alors par ailleurs, attention, là pareil, pas idéalisé. Hein. Bon, quand on voit que parfois l'armée française s'en va et qu'à la place c'est la milice Wagner qui arrive. Bon, on va pas dire c'est ça l'avenir de l'humanité non plus, toujours pareil. Hein. Dire, vive les Russes, non. La France-Afrique, oui. Mais bon, après, maintenant,
comment dire, l'important c'est que ces pays retrouvent enfin une certaine souveraineté. S'ils sortent d'une orbite pour tomber dans une autre, parce que l'impérialisme américain aussi est à la manœuvre en Afrique. Il y a des pays qui sortent de la France-Afrique, et c'est les États-Unis qui arrivent à la place. Ça, ça n'est pas vraiment la nature a horreur du vide. Oui. Mais bon, oui, en tout cas, ce qui se passe en Afrique, c'est en ce moment, c'est plutôt positif. Oui. Eh bien, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve après pour faire un bilan provisoire ou disons une conclusion ou peut-être des projections pour terminer ce magazine spécial consacré à la guerre et à la paix. On se retrouve dans quelques instants. Eh bien voilà, en ces quelques instants qui nous restent, Vincent, après avoir parlé, mais effectivement on pourrait en parler pendant des heures, ça sera peut-être l'occasion de te réinviter, sur cette actualité de la paix et de la guerre. Je rappelle d'abord que le nom de ton organisation, qui s'appelle le Pôle de Renaissance communiste en France, on peut vous contacter où, en fait? On a un site. Vous avez un site internet, et ça s'appelle initiativecommuniste.fr. C'est une revue et c'est un site. Oui. Et le PRCF, c'est comment on appelle ça, les initiales? C'est le sigle du mouvement. Oui. T'as pas des bouquins à nous conseiller? Oula. Non, il y en a. Si, plein. Il y en a plein, bon, d'accord. Alors pour terminer, pour faire une conclusion provisoire sur cette situation, la guerre, la paix, quelles sont un peu soit tes propositions, soit tes suggestions, ou soit tes espoirs? Déjà, je voudrais dire qu'on prépare une action pour les 80 ans du 8 mai. Donc on va faire des rassemblements. C'est dans quelques jours, ça, oui. Pour fêter la capitulation sans condition du Troisième Reich. Et puis, alors ça, a priori, ça n'a pas tellement de rapport, mais si, parce que l'Union européenne est un partenaire stratégique de l'OTAN. Et donc, je pense que c'est illusoire de dire que l'Union européenne doit cesser d'être inféodée à l'OTAN. C'est dans sa nature de l'être. Et donc, à la fin du mois de mai, on fêtera les 20 ans du du référendum disant non au traité constitutionnel européen. C'est un bel exemple aussi, ça, un très bel exemple. Où on a vu tous les journalistes expliquer que si on votait non, on était un crétin d'extrême droite. Et on a voté non. À la suite du vote non à 55%, a permis donc que le traité soit appliqué quand même, parce qu'on est en démocratie. Parce que effectivement, c'est ça la liberté. Mais c'est important que là aussi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça a laissé des traces aussi, ça, dans leur... On peut leur remettre dans leur figure. Si on avait dit oui, ils nous diraient, voilà, vous étiez d'accord. Là, on peut leur dire, non. Et certains, dont l'extrême droite, ont le beau jeu de dire, regardez, la démocratie est bafouée. Et là, c'est un exemple d'ailleurs qui ressort régulièrement, et à juste titre. Un bel exemple de reniement de la démocratie. Et à cette occasion, d'ailleurs, je rappelle, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, dans un premier temps, la CGT n'était pas montée au créneau sur la question du référendum. Et puis, il y a eu un débat dans la CGT, et finalement, il en est sorti une prise de position contre le TCE. Et la CGT s'est mise en marche, et elle a fait battre... C'est la CGT qui a fait pencher la balance. Il y a eu un croisement des courbes en 2005, C'est-à-dire, deux mois avant, le oui était super majoritaire. Et là, la CGT est entrée dans la bataille et elle a battu le oui à plat de couture. Le mouvement syndical est donc aussi un acteur important dans cette... Oui, et contre la guerre, c'est fondamental aussi. Historiquement, le mouvement syndical a été toujours du côté de la paix. Contre la guerre, c'est fondamental aussi. Et tant qu'on aura... pour le moment, moi, c'est ça que je veux... Enfin, c'est comme ça qu'on analyse, nous, déjà, les choses. Tant qu'on a des directions, et je parle de la CGT parce que c'est le plus important, mais moi je suis au SNES, et le 15 avril, j'ai même pas eu à l'ouvrir, j'ai la revue du SNES en première page, je lis que les dépenses militaires ne doivent pas s'opposer aux dépenses de service public, pareil. Sous la plume de la secrétaire générale de mon syndicat. Il faut des dépenses militaires. Il y a eu des dépenses militaires, oui, mais à condition que... Pourtant, comme on nous dit régulièrement, il n'y a pas d'argent magique, l'argent ne sert pas deux fois. Je veux bien. Alors, il y a une phrase pour évacuer ce que tu dis, c'est les financements existent. Bon, je voudrais bien savoir lesquels. Surtout qu'on est sous surveillance de la Commission de Bruxelles pour déficit excessif. Et qu'on a un plan on est mis sous tutelle. Bon, donc tant qu'on sort pas de là, c'est-à-dire tant que déjà les directions syndicales ne sortent pas du discours selon lequel
la dépense pour la guerre est nécessaire, on va dans le mur. Mais je ne vois pas, enfin, je serais quand même surpris que ça continue comme ça. Salut Vincent, merci. Salut Pierrot. Restez fidèles à Radio Campus 106,6 en modulation de fréquence. Sur la toile, campuslille.com et sur la radio numérique terrestre, la DAB+.